pour lancer cette première émission d'être avec Alexandra Ferré, directrice RSE du groupe Yves Rocher. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Bonjour Alexandra. Donc bien évidemment, le groupe Yves Rocher est très très bien connu, mondialement connu, mais est-ce que vous pouvez nous redonner quelques chiffres, j'ai envie de dire, de cadrage sur Yves Rocher, mais également la franchise chez Yves Rocher? Oui, alors Yves Rocher, c'est 1959, le créateur de la cosmétique végétale et jusqu'à aujourd'hui le leader du marché de la beauté en France. C'est 20 millions de clientes dans le monde entier, 2300 points de vente et un marché très très fort en particulier en France. En France, c'est 6 millions de clientes, à peu près 700 magasins et 90% de franchisés et de gérances. Donc ça dit tout le poids de la franchisée dans notre business model et aussi toute la force, la puissance de ce réseau pour déployer l'unicité de la marque et les engagements aussi de la marque auprès de nos consos. Et vous ouvrez beaucoup de magasins en franchise? Quel est le rythme à peu près d'ouverture? Alors aujourd'hui, on est plutôt sur un renouvellement des franchisés. Et donc aujourd'hui, on cherche beaucoup de partenaires pour venir nous rejoindre. Et c'est le bon endroit. Alors quels sont les grands travaux de développement durable pour le groupe Yves Rocher? Développement durable et RSE, bien évidemment. Alors cette semaine, on a lancé le programme Act Beautiful. Donc c'est 10 engagements que prend la marque Yves Rocher pour avancer ensemble vers une beauté plus durable. On le veut vraiment comme un élan collectif qui embarque bien sûr nos partenaires, nos boutiques, nos consommateurs et globalement tout le secteur de la beauté. On va avoir 3 grandes ambitions qui peuvent un peu parler aussi aux franchisés, aux partenaires. C'est la première sur démocratiser la beauté responsable. Donc concevoir des nouveaux produits et des services plus responsables et d'accompagner les consommateurs vers ces choix. Un très bon exemple qui est aujourd'hui dans les boutiques, c'est l'éco-recharge, un produit qui permet de réduire de 80% l'usage de plastique. Une deuxième grande ambition que porte ce programme, c'est la transformation de la chaîne de valeur. Donc tout ce qui va derrière le produit, que ce soit la distribution, mais aussi la fabrication, les ingrédients. Et là, on veut réduire de 50% les émissions carbone. Et le dernier enjeu, c'est de mobiliser collectivement sur la préservation des plantes et de la nature. C'est ce qu'on a mis dans nos statuts quand on est devenu entreprise à mission en 2019. Et c'est la mission que défend la Fondation Yves Rocher depuis plus de 30 ans. Alors je me suis amusé en préparant cette émission à regarder toutes les lois auxquelles vous êtes confrontés. Donc j'ai noté les lois transition énergétique pour la croissance verte 2015, gaspillage alimentaire 2016, Élan 2018, l'Homme 2019, PAC 2019, LEC 2019, AGEC 2020, Climat et résilience 2021 et ça continue, APER 2023, sans oublier la directive CSRD. Alors vous dites quoi? C'est logique parce qu'il faut que les mentalités changent ou c'est un petit peu trop quand même? Alors, en matière de RSE, aujourd'hui, toutes les lois, elles sont extrêmement nécessaires parce qu'on est face aux défis collectifs de l'humanité et il nous reste que 10 années globalement pour le résoudre. Et pourtant, dans les organisations, dans les entreprises, on voit que ce sujet est adressé de manière très variable. Et donc, c'est là où l'action du politique, qu'il soit français ou européen et même international, est extrêmement nécessaire pour vraiment redéfinir un cadre de compétitivité, une loi du marché qui intègre les enjeux RSE. En revanche, je suis d'accord qu'il y a un empilement légal qui arrive et il y a aussi beaucoup de lois qui sont relatives à la data, au reporting. Et nous, ce qu'on ne veut pas chez Yves Rocher, c'est qu'on abandonne l'action. Et vraiment, c'est l'action concrète et urgente qu'il faut mettre en place et collective. Et c'est vraiment tout ce qu'on met dans le programme Act Beautiful, c'est place à l'action dès aujourd'hui. Quand vous parlez de reporting, on pense notamment à la directive CSRD. Là, on est typiquement dans les cas de reporting qui prennent du temps et qui coûtent de l'argent pour les entreprises. Tout à fait. Et le reporting doit servir à éclairer l'action. Faire du reporting juste pour avoir la donnée ne sert à rien. Il faut qu'elle éclaire des plans d'action positifs en matière de RSE. Et y a-t-il des textes de loi où vous dites c'est un petit peu trop quand même? Je prends un exemple qui ne vous concerne moins, mais par exemple en hypermarché, la loi impose, je crois, une dizaine de fontaines à eau dans un hypermarché pour limiter les emballages en plastique. Légitime ou pas légitime, on peut en discuter. Oui. Je suis d'accord, il y a certaines lois qui, dans les décrets d'application, arrivent presque à être contre-productifs. Nous, on a eu le cas sur les fiches de caractéristiques environnementales des produits, sur lesquelles on doit informer toutes les composantes du packaging. L'objectif initial de la loi était très bien, c'était d'informer les consommateurs sur les packaging. Le résultat, c'est que ça reste un outil qui est peu utilisé et qui est très, très, très consommateur d'énergie pour les industriels. Alors, comment allez-vous faire? Peut-on parler d'inflation verte? Parce qu'à un moment, il faut investir. Ça coûte cher. Est-ce que vous pouvez prendre sur vos budgets ou est-ce que c'est le consommateur final qui va finir par payer?
Alors ces enjeux légaux, nous on les a bien intégrés dans le programme Act Beautiful, dans les ambitions 2030, dans les trajectoires. On a déjà pris en considération ces contraintes pour que ça devienne des opportunités et d'intégrer les enjeux dès la création de nouveaux concepts par exemple. Donc nous on ne veut vraiment pas que le consommateur paye le prix de ces engagements parce que justement on veut accompagner le plus grand nombre vers de la consommation responsable. Et il ne faut pas que le prix ce soit une désincitation, mais au contraire que le prix les aide. Et on a un très bon exemple, encore une fois, avec la recharge qui permet 4 fois moins de plastique et qui a aussi un avantage prix au millilitre. Et ça va être ça l'équation gagnante, c'est quand on réussit à faire quelque chose qui est profitable, qui est désirable pour le consommateur et qui est aussi viable de manière environnementale. Alors contrairement à beaucoup de distributeurs, vous êtes également producteur, donc vous pouvez intervenir sur ces fameux scopes 1, 2 et 3. Comment vous analysez l'ensemble finalement de la chaîne, de la filière ? Tout à fait, c'est un peu l'unicité d'Yves Rocher, hein. On est producteur, on est récoltant, on est botaniste, on est aussi distributeur. Donc on a une chaîne de valeur très très intégrée. Et sur cette chaîne de valeur, dans le programme Act Beautiful, on a mis un objectif de réduction de 50% des émissions scope 1, 2 et 3. C'est un objectif très très ambitieux, mais qui est aligné avec les recommandations scientifiques pour rester sous 2 degrés. Donc c'est un objectif qui est nécessaire et qui va passer principalement par un territoire bas carbone à Lagacy, où nous avons nos usines, qui va réduire de 75% ses émissions carbone, et ensuite un travail sur toute la chaîne de valeur qui passe aussi dans les boutiques pour réduire la consommation énergétique, la production de déchets, la consommation de plastique, etc. C'est un vrai projet. Alors justement, vous avez prononcé le mot usine, vous avez combien d'usines et on parle beaucoup du Made in France. Comment jouez-vous la carte du Made in France ? Effectivement, on a des sites industriels à Lagacy. 93% de nos produits sont encore fabriqués en Bretagne dans nos usines. 93%. C'est quand même un superbe score. Tout à fait. Et c'est un vrai combat aussi d'ancrage territorial. Et cette question du Made in France, elle est clé. Parce que le fait de produire en France, ça veut dire qu'on a aussi une qualité, une expertise, une efficacité de nos produits qu'on arrive vraiment bien à maîtriser. On arrive aussi à avoir des normes environnementales très 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 élevées. Et puis on arrive aussi à investir dans l'appareil industriel pour s'adapter, pour faire des nouveaux produits. Et pour produire l'éco-recharge, par exemple, on a investi dans l'industrie, on a fait une nouvelle ligne de production pour la mettre sur le marché. Et là, on est sur le Made in France, ce qui est très bien parce que ce sont des impôts français, de l'emploi français, de la sécurité, on va dire, française, de la traçabilité française. Mais la matière première, elle vient d'où ? Alors les matières premières, nous on a un sourcing qui est très français et européen et quand on ne peut pas, on va aller chercher un peu plus loin. Mais c'est vraiment une minorité et on veut justement agrandir cette proportion d'ingrédients français. Alors la question des emballages, bien évidemment il faut les réduire, vous en avez un petit peu parlé. Que développez-vous pour limiter, je dirais, les dégâts des emballages en général ? Alors la question des emballages, elle est au cœur de la question du développement produit. Quelle est l'innovation ? Qu'est-ce qu'on développe avec les équipes marketing ? Et ça, bien sûr, vous l'avez dit, la priorité est à la réduction. Donc dans le programme Act Beautiful, on a mis moins 30% de réduction plastique et 100% de plastique recyclé et recyclable. Ça va passer parce que nous, on appelle les gestes engagés, donc de l'innovation produit, qui sont des alternatives comparées aux produits classiques. On a l'éco-recharge, donc je le disais, 4 fois moins de plastique par rapport à un gel douche classique. On a une gamme de shampoings et aussi de produits de soins visage solides qui permettent de faire disparaître l'emballage plastique. Et on est numéro 1 du shampoing solide en France. Donc ça, c'est tout sur le plastique qui est vraiment l'enjeu de taille. Et sur le verre, qui reste aussi un enjeu très important à adresser, on va lancer un projet de consigne dans 3 de nos boutiques en septembre avec d'autres marques cosmétiques. Alors finalement, c'est quoi un magasin responsable ? Quelle est votre définition ? Alors pour nous, un magasin responsable, un très bel exemple, c'est le nouveau concept Retail Yves Rocher qui est en train d'être déployé en ce moment. Ce nouveau concept, il a 3 atouts particuliers. Le premier, c'est qu'il permet de survisibiliser les produits responsables, ces gestes engagés. Parce que ces gestes engagés, ils demandent une pédagogie pour les consommateurs pour qu'ils les adoptent. Et donc nous, dans nos magasins, on a dédié 2 mètres linéaires aux recharges et aux solides. Ce qui permet, dès qu'on rentre dans le magasin, d'aller vers ces produits. C'est aussi un magasin qui permet d'avoir des espaces pour de la consommation responsable. Et nous, on a inclus dans ce magasin des boîtes de récupération des packaging maquillage qui ne sont pas recyclables. Un autre enjeu qui concerne beaucoup les franchisés et qu'on nous demande souvent, c'est un magasin qui permet de faire des économies d'énergie. Donc des économies environnementales, mais aussi sur les factures et des économies de déchets. C'est le cas dans la manière où on a conçu le magasin, qui nous permet d'économiser des tonnes de plastique, des tonnes de métal dans les campagnes. Alors on l'a vu, vous faites beaucoup de choses, mais comment vous faites pour embarquer tous les franchisés dans ce projet commun ? Quelle est la formation ? Quelle est l'incitation ? Comment vous faites pour qu'ils vous suivent ?
Un des enjeux avec Act Beautiful, c'était de dire qu'il n'y a plus une stratégie RSE et de l'autre côté une stratégie d'entreprise. Donc déjà, de fusionner vraiment les deux pour en faire un projet embarquant. Et d'ailleurs, on en parle à chaque fois dans les instances stratégiques de marque, dans les conventions retail, etc. Et après, chez Yves Rocher, on a la particularité d'avoir un réseau de partenaires déjà extrêmement engagés. Pour vous donner une idée, c'est 1900 responsables de boutique et personnels de boutique qui sont ce que nous on appelle des green leaders. Donc des green leaders, c'est des personnes qui sur le terrain déploient nos formations RSE, qui déploient des actions de mobilisation, etc. Et c'est tellement le cas en France que ces personnes vont aussi accompagner la Fondation Yves Rocher à travers par exemple des actions de plantation pour revégétaliser des espaces et autres, et qu'on a créé un prix qui s'appelle Biodiversité pour récompenser ces partenaires engagés avec nous. On dit souvent que des jeunes, lorsqu'ils veulent rentrer dans une entreprise, veulent rentrer dans des entreprises responsables qui regardent sur Internet, et très souvent dans les entretiens d'embauche, ça vient très vite dans les discussions. C'est pareil pour un futur franchisé ? Alors oui. Ils vous posent de plus en plus de questions, et pour eux, ils viennent chez vous parce qu'il y a une forme, il y a une responsabilité. Tout à fait. Et j'ai échangé justement avec mes collègues qui sont sur le stand Yves Rocher à ce salon. Et c'est un des vecteurs pour lesquels les franchisés viennent chez Yves Rocher. C'est qu'ils retrouvent de l'engagement à la fois dans les valeurs de l'entreprise, dans les produits aussi qu'ils vendent et dans les clients et toutes les actions corollaires qui viennent avec sur la mobilisation des franchisés. Et finalement, pour terminer cette interview, vous avez cité plein d'initiatives. S'il y en a une initiative où vous êtes fier finalement de l'avoir développée pour le groupe Yves Rocher? Alors c'est trop compliqué de résumer 65 ans d'engagement, une initiative, mais je dirais que c'est vraiment le lancement du programme Act Beautiful qui aujourd'hui est transparent, qui est en ligne sur notre site internet et dans lequel on montre tous les projets sur lesquels on va s'engager pour les années à venir. Et comment vous faites? Comment faut-il communiquer? Est-ce que c'est naturel de le faire et c'est pas la peine de surcommuniquer parce que dans ces cas-là vous allez être accusé de faire du greenwashing, ou est-ce qu'au contraire il faut communiquer? Quel est le bon dosage de communication sur la RSE, le développement durable? C'est une très bonne question. Nous on a fait le parti pris de dire il faut communiquer de manière juste dans le cadre déontologique et légal qui encadre justement les pratiques anti-greenwashing, mais il faut visibiliser ces engagements. Il faut les visibiliser pour montrer auprès des consommateurs des nouveaux imaginaires, des nouveaux modes de consommation et inspirer d'autres entreprises. Parce que notre but, c'est vraiment de faire bouger Yves Rocher, oui, mais de faire bouger toute l'industrie de la beauté avec nous. Et donc, il faut proposer des nouveaux imaginaires.